J'étais sur le point de céder mon entreprise à mon fils. Ma belle-fille m'a tendu un café avec un sourire. La femme de ménage m'a accidentellement bousculé et a chuchoté « Ne buvez pas, faites-moi juste confiance ». J'ai secrètement échangé les tasses avec ma belle-fille. 5 minutes plus tard, elle. Je m'appelle Sandra Whitlock. J'ai 63 ans et, le matin où j'ai failli mourir, je m'apprêtais à céder mon entreprise à mon fils. J'avais bâti le groupe Whitlock Supply de mes propres mains, juste après le décès de mon mari. Pendant des années, j'ai porté le poids de cette entreprise, croyant fermement qu'un jour, elle serait en sécurité entre les mains de ma famille. Ce mardi matin-là, mon fils, Lucas, est arrivé tôt. Il semblait calme, concentré, presque soulagé. Sa femme, Claire, a suivi peu après, impeccable et posée, portant un plateau avec 3 tasses de café. Elle m'en a tendu une avec un doux sourire. À cet instant précis, Patricia Aosta est entrée dans la pièce. Patricia travaillait chez moi depuis 18 ans. Elle connaissait mes habitudes mieux que quiconque. Elle savait comment j'aimais mon café. Elle savait aussi quand quelque chose n'allait pas. En passant près de moi, elle a trébuché. Le café s'est renversé sur mes genoux et sur le tapis. Avant que quiconque ne puisse réagir, Patricia s'est penchée vers moi et a chuchoté, d'une voix que je reconnaissais à peine, « Ne le buvez pas. S'il vous plaît, faites-moi confiance. » Mon cœur a raté un battement, mais mon visage est resté impassible. J'ai hoché légèrement la tête, comme si j'acceptais des excuses pour le désordre. Personne n'a remarqué quand j'ai échangé les tasses. Nous nous sommes assis. Des papiers ont été placés devant moi. Des documents destinés à transférer le contrôle de mon entreprise. Lucas parlait de l'avenir, de responsabilité, et d'à quel point je devais être fatigué. J'ai levé la tasse de café et j'ai pris une petite gorgée. Le goût était étrange, anormal. 5 minutes plus tard, Claire s'est tue. Ses mains ont commencé à trembler. Son visage s'est vidé de ses couleurs. Elle a essayé de se lever, mais s'est effondrée sur le sol. Le chaos a envahi la pièce. Lucas a crié son nom. Patricia s'est figée sur place. Moi, je suis restée assise, les mains stables, l'esprit en ébullition. Car à ce moment-là, en regardant ma belle-fille convulsée sur le sol, j'ai compris une chose terrifiante. Ce café n'était jamais destiné à elle. Il était pour moi. Pour comprendre pourquoi ce matin-là était si important, il faut comprendre la vie que j'avais menée avant. 15 ans plus tôt, mon mari est mort subitement d'une crise cardiaque. Un instant, j'étais une épouse planifiant des voyages de retraite. L'instant d'après, j'étais une veuve, debout dans un bureau rempli d'hommes qui supposaient que l'entreprise serait vendue en quelques mois. Whitlock Supply Group était petit à l'époque. Des contrats modestes, des marges serrées, aucune place pour l'erreur. Je suis resté. J'ai appris chaque département, chaque client, chaque faiblesse de l'entreprise. Je travaillais les nuits, les week-ends, les jours fériés. Non pas par amour du pouvoir, mais parce que je croyais que la responsabilité ne disparaissait pas quand la vie devenait difficile. Lucas avait 23 ans à la mort de son père. J'ai essayé de le protéger de la pression, me disant qu'il prendrait la relève quand il serait prêt. Je voulais qu'il ait le temps de grandir. Au lieu de cela, le temps l'a endurci. À mesure que l'entreprise grandissait, son impatience grandissait aussi. Il voyait le succès comme un dû, et non comme quelque chose qui se mérite. Il parlait de leadership avant même de comprendre le sacrifice. À travers tout cela, Patricia Aosta était là. Elle est arrivée dans ma vie discrètement, recommandée par une amie, et n'est jamais repartie. Elle nettoyait, elle cuisinait, elle écoutait, et elle remarquait des choses que personne d'autre ne voyait. Quand Lucas a commencé à rester tard au bureau, Patricia l'a remarqué. Quand Claire a commencé à arriver tôt les jours de réunion, Patricia l'a remarqué. Quand j'ai commencé à avoir des vertiges certains matins, mettant cela sur le compte du stress, Patricia l'a remarqué. Moi, non. Je faisais confiance à ma famille. Je faisais confiance à mon fils. Je croyais que l'amour signifiait la sécurité. Avec le recul, je vois clairement les signes avant-coureurs. Les changements subtils. La façon dont les conversations s'arrêtaient quand j'entrais dans une pièce. La façon dont Claire me regardait, non pas avec affection, mais avec calcul. À l'époque, je me disais que j'imaginais des choses. C'est ce que fait la confiance, elle vous rend généreux avec le doute et aveugle au danger.
Au moment où je me suis assise dans ce fauteuil, ce mardi matin, les papiers attendant ma signature, je croyais me préparer à la retraite. En vérité, je me préparais à disparaître. Et la seule personne dans cette maison qui comprenait ce qui arrivait était la femme qui n'avait rien à gagner à me sauver, Patricia. Lucas Whitlock n'a pas toujours été l'homme qu'il est devenu. Enfant, il était calme et observateur. Il me suivait dans les entrepôts et les bureaux, posant des questions sur les expéditions et les contrats. Après la mort de son père, il a promis qu'il prendrait soin de moi un jour. Je l'ai cru. Quand Lucas a rejoint l'entreprise à temps plein, je lui ai laissé de l'espace pour apprendre. Je l'ai protégé des décisions qui auraient pu le ruiner s'il échouait. Je pensais que la patience était de l'amour, mais la patience s'est lentement transformée en sentiment de dû. Lucas a commencé à moins parler d'apprentissage et plus de contrôle. Il remettait mes décisions en question devant le personnel. Il parlait de l'entreprise comme si elle lui appartenait déjà, non pas avec colère, mais avec attente. Claire l'encourageait. Elle n'élevait jamais la voix, ne me défiait jamais directement. Elle posait des questions prudentes, formulait des suggestions sous forme d'inquiétude. Elle parlait souvent d'efficacité, de risque et de mon âge. Vous en avez fait assez, Sandra. Vous méritez du repos. Ce qu'elle voulait dire, c'est que j'étais de trop. J'ai remarqué que Lucas ne demandait plus conseil. Il attendait, il observait, il mesurait combien de temps encore il devrait endurer ma présence. Quand j'ai refusé de m'effacer, son ton a changé. Les réunions sont devenues plus froides. Les conversations plus courtes. Les dîners de famille semblaient mis en scène, comme des répétitions pour quelque chose que je n'étais pas invité à comprendre. Je me blâmais. Je me disais que c'était la tension normale entre les générations. Que chaque fondateur luttait pour lâcher prise. Que chaque enfant devenait impatient. Mais quelque chose de plus profond se produisait. Lucas n'attendait plus que je prenne ma retraite. Il attendait que je sois parti. Patricia l'a vu avant moi. Elle a remarqué la façon dont Lucas évitait mon regard quand on parlait d'argent. La façon dont Claire posait des questions sur mon testament. La façon dont des documents apparaissaient sur mon bureau sans discussion. Un soir, Patricia m'a demandé si je me sentais bien. Je lui ai dit que j'étais juste fatigué. Elle a hoché la tête mais n'avait pas l'air convaincue. Avec le recul, c'était le moment où elle a réalisé quelque chose que je n'étais pas prête à affronter, mon fils ne me voyait plus comme sa mère. Il me voyait comme un problème qui ne s'était pas résolu assez vite de lui-même. La réunion était prévue pour 10 heures ce matin-là, mais rien ne semblait ordinaire. Elle se tenait dans mon salon, pas au bureau. Claire avait dit que ce serait plus personnel ainsi. Moins de pression, plus familial. Patricia avait déjà préparé mon café habituel plus tôt, de la même manière qu'elle le faisait depuis des années. Je n'y avais pas touché. Au lieu de cela, Claire est arrivée avec du café venant de l'extérieur. Un nouvel endroit, un nouveau mélange. Elle l'a dit d'un ton léger, comme si c'était un cadeau. Lucas a posé les documents sur la table avant même que nous soyons assis. Des dossiers épais, des onglets déjà marqués, tout préparé à l'avance. Il a parlé avec fluidité de transition, de protection de l'entreprise, de la difficulté du leadership pour quelqu'un de mon âge. J'écoutais sans l'interrompre. Le café restait chaud dans ma main. L'odeur m'était inconnue, légèrement âcre, pas ce à quoi j'étais habitué. À travers la pièce, Patricia continuait de bouger, rangeant des choses qui étaient déjà rangées, essuyant une table qui était déjà propre. Ses yeux ne quittaient jamais la tasse. Quand elle a trébuché et renversé le café, la pièce s'est figée. Claire a réagi la première, sèche, irritée, se plaignant du désordre, du tapis, de la distraction. Lucas a suivi, la voix tendue par l'agacement. Patricia s'est excusée rapidement, mais ses mains tremblaient. Alors qu'elle s'agenouillait pour nettoyer le dégât, elle a levé les yeux vers moi et a chuchoté les mots qui m'ont coupé le souffle, ne le buvez pas. S'il vous plaît, croyez-moi. J'ai senti le poids du moment s'installer dans ma poitrine. Je n'ai pas demandé pourquoi. Je n'ai pas exigé d'explication. Des années passées dans les affaires m'avaient appris que les avertissements ne sont pas toujours bruyants. Parfois, ils viennent doucement, de la seule personne assez courageuse pour parler. J'ai hoché la tête et j'ai échangé les tasses quand personne ne regardait. Lucas a recommencé à parler comme si de rien n'était. Il montrait les lignes de signature, expliquait à quel point tout était simple. Claire me surveillait attentivement, pas mon visage, mais mes mains.
J'ai levé la tasse et pris une gorgée prudente. Le goût était amer, faux. Je l'ai reposé et j'ai écouté. Chaque instinct que j'avais développé au fil des décennies me disait que quelque chose clochait profondément. Ce n'était pas une réunion pour me protéger. C'était une réunion conçue pour m'éliminer. Et quoi qu'il y ait eu dans cette tasse, c'était destiné à s'assurer que je ne quitte jamais cette table. C'est arrivé plus vite que quiconque ne l'avait prévu. Claire s'est arrêtée de parler au milieu d'une phrase. Sa main s'est crispée sur le bord du canapé, comme si la pièce avait soudainement basculé. Elle a essayé de se lever. Ses genoux ont lâché. Le bruit de son corps heurtant le sol a traversé la pièce, net et définitif. Les dossiers ont glissé de la table. Les papiers se sont éparpillés. Le café s'est renversé. Lucas a crié son nom et s'est précipité à ses côtés. Patricia s'est figée près de la porte, le visage livide, les yeux rivés sur Claire. Je suis restée assise. Les mains de Claire tremblaient de manière incontrôlable maintenant. Sa respiration venait par à-coups courts et irréguliers. Ses yeux se sont révulsés alors que son corps convulsait contre le parquet. Quelqu'un a hurlé d'appeler une ambulance. Lucas tenait sa tête, la voix forte, frénétique, mais quelque chose dans son ton me semblait faux. Trop répété, trop contrôlé sous la panique. Je l'observais attentivement. Il n'a jamais regardé le café. Pas une seule fois. Alors que les minutes s'étiraient, mon esprit allait plus vite que mon corps ne le pourrait jamais. Le goût, l'avertissement, la façon dont Claire avait insisté pour que je finisse ma tasse. Et puis, la réalisation s'est abattue avec une clarté terrifiante. Ce café n'était jamais destiné à elle. Claire n'était pas la cible. C'était moi. La seule raison pour laquelle j'étais encore assise droite, respirant régulièrement, c'était parce que Patricia avait fait tomber la tasse de mes mains. La pièce s'est remplie de sirènes peu après. Les ambulanciers se sont précipités. Des questions ont été posées, les réponses étaient incomplètes. Alors qu'il soulevait Claire sur la civière, son corps s'est finalement immobilisé, son visage pâle, ses lèvres teintées d'un bleu artificiel. Lucas a levé les yeux vers moi à ce moment-là. Pendant un bref instant, nos regards se sont croisés. Il n'y avait aucune peur dans le sien. Il y avait du calcul. À cet instant, j'ai compris que tout ce qui avait été prévu ce matin-là avait mal tourné, et que la personne qui était censée être allongée sur ce sol n'était pas sa femme. C'était moi. Le trajet en ambulance a semblé interminable. Je me suis assise à côté de Lucas dans la salle d'attente des urgences, regardant les médecins s'affairer derrière des portes closes. Claire avait été emmenée directement. Pas de questions, pas de délai. Lucas faisait les 100 pas. Il se frottait les mains. Il parlait aux infirmières. Il passait des appels. Il n'a pas demandé une seule fois comment je me sentais. Après près d'une heure, un médecin est sorti. Sa voix était calme, exercée, prudente avec chaque mot. Claire avait été empoisonnée. La substance n'avait pas encore été identifiée, mais les symptômes étaient clairs. Ce n'était pas une allergie, pas une intoxication alimentaire, pas du stress. Poison. Le mot est tombé lourdement dans ma poitrine. Le médecin a demandé ce que Claire avait mangé ou bu ce matin-là. Lucas a répondu rapidement. Du café apporté de l'extérieur. Nous en avions tous pris. Ce n'était pas vrai. J'avais à peine pris une gorgée. J'ai observé Lucas pendant qu'il parlait. Il n'hésitait pas. Il ne trébuchait pas sur ses mots. Il racontait une histoire qu'il avait déjà préparée. Quand le médecin a mentionné l'implication de la police, Lucas a hoché la tête trop vite. Il a accepté trop facilement. Bien sûr, tout ce qui est nécessaire. Dès qu'elle s'est éloignée, Lucas s'est tourné vers moi. On devrait faire nettoyer la maison, a-t-il dit avec désinvolture. Avant que les enquêteurs n'arrivent, c'était un vrai chantier. C'est à ce moment que mes soupçons se sont transformés en certitude. Les innocents protègent des vies. Les coupables protègent des scènes de crime. Je lui ai dit non. J'ai dit que la maison devait rester exactement telle qu'elle était. Sa mâchoire s'est contractée une seconde avant qu'il ne masque sa réaction. Pourquoi dis-tu ça? Parce que quelqu'un a essayé de tuer ta femme, ai-je répondu. Et peut-être qu'il ne la visait pas elle. Lucas m'a fixé, scrutant mon visage, mesurant ce que je savais. Cette nuit-là, quand je suis sorti de l'hôpital pour prendre l'air, j'ai passé mon propre coup de fil.
Patricia a répondu à la première sonnerie. Elle n'a pas demandé comment allait Claire. Elle a demandé si j'étais en sécurité, et cela m'a tout dit. Patricia m'a demandé de la retrouver loin de la maison. Pas au travail, pas à l'hôpital, quelque part de public, quelque part de sûr. Quand je l'ai vue assise seule dans ce petit café, j'ai à peine reconnu la femme qui avait travaillé discrètement chez moi pendant 18 ans. Ses mains étaient stables, mais ses yeux portaient le poids de quelqu'un qui gardait un secret depuis trop longtemps. Elle n'a pas perdu de temps. Elle m'a dit qu'elle surveillait Claire depuis des mois. Au début, c'était de petites choses. Claire arrivant tôt les matins où j'avais des réunions importantes, insistant pour préparer mon café elle-même, envoyant Patricia hors de la pièce pour des courses inutiles. Puis ma santé a commencé à changer. Je me plaignais de vertiges, de fatigue, de nausées. Je blâmais le stress, l'âge, les longues heures. Patricia, elle, ne le faisait pas. Elle a commencé à noter les choses. Date, heure, symptômes, récurrence. Un matin, elle a fait semblant de nettoyer le garde-manger tout en surveillant la cuisine à travers un reflet dans la vitre. C'est là qu'elle l'a vu. Claire a sorti une petite fiole de son sac à main et a versé des gouttes dans mon café. Patricia ne l'a pas confrontée. Elle n'a rien dit à personne. Elle savait que personne ne croirait une gouvernante accusant l'héritier de l'entreprise et sa femme. Au lieu de cela, elle a tout documenté. Elle m'a montré des photos. Claire près de ma tasse. Claire remuant lentement. Claire vérifiant sa montre après. Elle m'a dit qu'elle avait surpris des conversations entre Claire et Lucas. Des échanges calmes, prudents, des conversations sur mon testament, sur l'assurance, sur combien de temps cela prendrait avant que je n'arrête de poser des questions. Lucas savait qu'il n'était pas manipulé. Il participait. De l'argent avait déjà été transféré des comptes de l'entreprise vers des comptes privés. Des polices d'assurance vie avaient été souscrites à mon nom sans que je le sache. Ils n'attendaient pas que je prenne ma retraite. Ils attendaient que je meure. Ce matin-là, Patricia a vu Claire ajouter plus de poison que d'habitude. Assez pour en finir. Assez pour que ma mort paraisse naturelle. Elle a paniqué. Alors elle a fait la seule chose qui lui est venue à l'esprit. Elle a renversé le café. Elle m'a averti. Et quand Claire a bu dans la mauvaise tasse, le plan s'est effondré. Patricia m'a regardé alors, les larmes brisant enfin son contrôle. Je ne pouvais pas les laisser vous tuer, a-t-elle dit. Pas après tout ça. À ce moment-là, j'ai compris toute la vérité. La femme qui ne me devait rien avait tout risqué pour sauver ma vie, et le fils en qui j'avais placé toute ma confiance était prêt à me regarder mourir. Entendre la vérité ne m'a pas fait pleurer. Cela m'a rendue silencieuse. Patricia n'a pas dramatisé ce qu'elle avait vu. Elle n'a pas exagéré. Elle parlait comme quelqu'un qui a enfin le droit de dire la vérité après des mois de peur. Elle m'a parlé des enregistrements. Elle avait commencé à laisser son téléphone sur le comptoir dans le couloir, près de la porte du bureau. Elle a capturé des fragments de conversation qu'elle n'aurait jamais dû entendre. Lucas parlant de timing. Claire parlant de dosage. Tous les deux parlant de moi comme si j'étais déjà parti. Ils plaisantaient sur mon air fatigué, sur la facilité avec laquelle ils m'orientaient vers certaines décisions. Comment personne ne remet en question une femme dans la soixantaine qui commence à se sentir faible? Un enregistrement m'a marqué plus que les autres. Lucas disait que ce serait plus facile une fois que j'arrêterais de signer des choses. Claire a répondu que cela ne prendrait plus très longtemps. Ils étaient calmes, désinvoltes, intimes, comme deux personnes planifiant des vacances. Patricia m'observait pendant que j'écoutais, prête à me rattraper si je craquais. Je ne l'ai pas fait. Quelque chose en moi s'est durci. Au contraire, il ne s'agissait plus de trahison. Il s'agissait de survie. Lucas n'était pas confus. Il n'était pas sous pression. Il n'était pas victime de manipulation. Il avait choisi l'argent plutôt que la conscience. Il avait choisi l'héritage plutôt que sa mère. Cette nuit-là, après le départ de Patricia, je me suis assise seule dans ma chambre d'hôtel et j'ai tout repassé dans mon esprit. La façon dont Lucas évitait mes yeux. La façon dont il précipitait les réponses à l'hôpital. La façon dont il voulait que la maison soit nettoyée avant l'arrivée de la police. Les liens du sang ne signifiaient pas la loyauté. Cela n'avait jamais été le cas. Ils signifiaient seulement l'accès. Au matin, la police avait tout ce que Patricia avait collecté, photos, notes,
enregistrement, dossier financier. Lucas a été arrêté 2 jours plus tard. Claire a été inculpée depuis son lit d'hôpital. Je n'ai pas assisté à l'arrestation. Je n'avais pas besoin de le voir menotter pour savoir qui il était. L'homme que j'avais élevé avait disparu. À sa place se trouvait quelqu'un qui avait regardé sa mère et décidé qu'elle valait plus morte que vivante. Et cette vérité a changé à jamais tout ce que je croyais sur la famille. Le tribunal était plus calme que je ne l'avais imaginé. Pas de cris, pas de drame, juste des faits exposés pièce par pièce jusqu'à ce qu'il n'y ait plus nulle part où se cacher. L'accusation ne s'est pas précipitée. Il n'en avait pas besoin. Le témoignage de Patricia a suffi à lui seul pour que les gens se redressent sur leur siège. 18 ans d'observation silencieuse, des mois de documentation minutieuse. Ils ont diffusé les enregistrements. La voix de Lucas a rempli la salle, calme, détachée, discutant de délais et d'argent et de ce qui se passerait après ma mort. La voix de Claire a suivi, précise, confiante, expliquant le dosage et les symptômes comme si elle faisait une présentation au travail. Personne dans la salle d'audience ne m'a regardé quand les enregistrements se sont terminés. Ils regardaient tous Lucas. Il n'a pas rendu leur regard. Les dossiers financiers sont venus ensuite. Virement des comptes de l'entreprise, police d'assurance souscrite à mon nom, document dont Lucas prétendait ne rien savoir. Le jury n'a pas eu besoin d'être convaincu. Lucas n'était pas un fils qui avait commis une erreur. C'était un homme qui avait élaboré un plan. Le verdict est tombé rapidement. Coupable sur tous les chefs d'accusation. Lucas Whitlock a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle. Claire a reçu la même peine. Quand le juge a fini de lire la décision, Lucas m'a enfin regardé. Il n'y avait aucune excuse dans ses yeux. Aucun regret, seulement de la colère. Je n'ai rien ressenti, ni soulagement, ni satisfaction, juste la certitude tranquille que la vérité l'avait enfin rattrapé. Patricia a été blanchie de tout soupçon. Les charges contre elle ont été abandonnées. Le juge l'a remerciée pour son courage. Alors que nous quittions le tribunal ensemble, des journalistes ont appelé mon nom, demandant ce que cela faisait de voir son fils condamné. Je ne me suis pas arrêté de marcher. La justice n'est pas un sentiment, ai-je dit. C'est un résultat. Et le coût de l'avidité est toujours plus élevé que ce que les gens imaginent. La survie ne ressemblait pas à ce que j'avais imaginé. Il n'y a pas eu de célébration à la fin du procès. Pas de sentiment de victoire, seulement le silence et la compréhension que ma vie ne pouvait pas continuer comme avant. J'ai vendu la maison. Je ne pouvais pas vivre dans un endroit où mon propre enfant avait planifié ma mort. Chaque pièce portait des souvenirs qui n'appartenaient plus à l'amour ou à la famille. Ils appartenaient au calcul. Je me suis éloigné de l'entreprise pendant plusieurs mois. Non pas parce que j'étais faible, mais parce que j'avais besoin de clarté. Le leadership exige un esprit clair, et le mien avait été brisé. Pendant ce temps, Patricia est restée proche. Elle ne m'étouffait pas. Elle ne donnait pas de conseils sauf si je le demandais. Elle se présentait chaque matin avec du café et une constance tranquille, de la même manière qu'elle le faisait depuis des années. Un après-midi, je lui ai demandé pourquoi elle était restée. Elle a dit, parce qu'il fallait bien que quelqu'un me rappelle que la loyauté existe encore. Ces mots ont changé la direction de ma vie. Je suis retourné à l'entreprise avec des limites que je ne m'étais jamais autorisé auparavant. Le contrôle n'était plus quelque chose que je partageais par obligation. C'était quelque chose que je protégeais. J'ai créé une fondation pour soutenir les hommes et les femmes âgés confrontés à des abus financiers et émotionnels de la part de leur propre famille. Des gens comme moi, des gens qui ont fait confiance trop profondément. Patricia est devenue ma partenaire dans ce travail. Pas mon employé, mon égal. La survie n'était pas une question de vengeance. Ce n'était pas une question de punition. C'était choisir de vivre honnêtement. Après avoir découvert la vérité, j'ai perdu un fils. Mais j'ai trouvé la clarté. Et j'ai appris que les personnes qui vous sauvent la vie ne sont pas toujours celles à qui vous avez donné naissance. Parfois, ce sont celles qui refusent simplement de garder le silence. On me demande souvent comment je vis avec ce qui s'est passé. La vérité, c'est que je ne vis pas avec. Je vis au-delà. Ce que Lucas et Claire ont fait a failli mettre fin à ma vie, mais cela a aussi dépouillé chaque illusion à laquelle je m'accrochais sur la famille, sur la loyauté, sur ce que signifie vraiment l'amour. Le sang ne m'a pas protégé. La conscience m'a protégé,
le courage m'a protégé, et l'intégrité silencieuse d'une femme qui n'avait rien à gagner à me sauver, si. S'il y a une leçon que mon histoire laisse derrière elle, c'est celle-ci, n'ignorez jamais les petits avertissements. Ne rejetez jamais les gens qui voient ce que vous êtes trop proche pour remarquer. Et ne supposez jamais que la gentillesse vous rend faible. Elle vous rend humain. Si vous regardez ceci et que quelque chose dans votre vie sonne faux, faites confiance à cet instinct. Posez des questions. Protégez-vous. Vous n'imaginez pas des choses. Et si cette histoire a résonné en vous, prenez un moment pour soutenir la chaîne. Aimez la vidéo, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre, et commentez ci-dessous avec la ville d'où vous regardez. Je lis chacun de vos commentaires. Votre histoire compte aussi, et parfois, la raconter est le premier pas vers la survie.